On va commencer alors. Merci à tout le monde d'être là. Ce qu'on va faire ce soir, c'est je vais faire une petite présentation sur Drupal, les, euh, les frameworks JavaScript, un peu comment on utilise les frameworks JavaScript avec Drupal et quels sont les problèmes que ça crée. Et après, on aura une présentation sur l'accessibilité, qu'est-ce que c'est, comment on peut le mettre en place et à quoi il faut faire attention. Donc pour la première partie, ça marche. On va parler de Drupal et l'accessibilité à l'heure des CMS API First. Donc ça veut dire en fait que les CMS vont fournir une API que typiquement des frameworks JavaScript vont utiliser pour afficher une page web. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le principe global de comment ça marche. Ok. Donc API First et framework JavaScript, souvent c'est pour ajouter des interactions qui sont un petit peu plus fun que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur les sites internet. Donc c'est on clique sur le bouton like et puis ça like automatiquement et on a besoin de rien d'autre pour que ça soit enregistré. On ne recharge pas la page et ce genre de choses. Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent quand on fait des sites de cette façon et quand ils sont surtout mal faits. Donc le premier problème, c'est par exemple une page blanche qu'on a sur le site parce que le JavaScript n'a pas fini de télécharger, ou le JavaScript a un problème et la page ne peut pas s'afficher. Donc ça c'est embêtant vu que ça veut dire que le site est pas fonctionnel. Les sites qui sont faits avec JavaScript, avec beaucoup de JavaScript, ils mettent plus de temps à charger sur les terminaux mobiles. Donc ça, c'est un problème pour tout ce qui est performance, SEO, rétention d'utilisateurs et ce genre de choses. Quand c'est mal géré aussi, les éléments sur la page, ils bougent. Donc on clique sur un lien, on veut changer de page, et il y a des choses qui vont dans tous les sens avant que le chargement soit fini. Donc ça encore, typiquement, c'est quelque chose qui est mal fait par des développeurs et qui impacte énormément l'expérience utilisateur. Et pour tout ce qui est accessibilité, excusez-moi, souvent c'est aussi vrai avec l'Ajax. On met à jour une partie de la page, mais on ne dit pas au lecteur d'écran que cette partie-là a été mise à jour. Et donc les gens qui ne voient pas la page visuellement, ils ne sont pas au courant que quelque chose a changé. Ça, c'est quelque chose qui est mieux géré par les méthodes classiques pour faire les sites internet, vu qu'on recharge toute la page et qu'on a les nouvelles informations dans cette page. Donc en fait, le problème qu'on a avec l'approche API First et ces frameworks JavaScript, c'est que pour bien faire un site de cette façon, c'est difficile. Et c'est difficile parce que c'est assez récent et on n'a pas toutes les bonnes pratiques qu'on a mises en place dans les CMS tels qu'ils étaient faits avant. Donc on a un problème de transmission d'informations et de connaissances entre les deux méthodes. Alors comment est-ce qu'on est arrivé là? Pourquoi est-ce que dans les CMS actuels, on a les bonnes pratiques et on ne les a pas dans les nouvelles méthodes de développement? Donc je vais prendre l'exemple de Drupal, mais c'est général au web globalement. Donc Drupal 6 a été sorti en 2006. Donc à cette époque, le CMS, ça contenait entièrement le site web. Donc tout le contenu qu'on avait dans le CMS Drupal en l'occurrence correspondait au contenu qu'on affichait sur le site web. Et il n'y avait pas de différence entre les deux. Donc c'était très simple. Ça veut dire que si on veut améliorer l'accessibilité ou le chargement ou la performance de toutes les pages du site, on améliore la façon dont le CMS met en place ces pages. C'est clair pour tout le monde ça? C'était une autre époque, on va dire ça comme ça. Drupal 7, donc ça correspond à
Ça a été sorti en 2011. Donc là, les smartphones ont commencé à arriver. Il y avait plus de choses qui étaient possibles aussi avec les navigateurs, puisqu'ils étaient de meilleure qualité. On avait moins de problèmes de mémoire, de gestion du JavaScript et ce genre de choses. Ça aussi, ça correspond à une façon différente d'utiliser Drupal. Donc avant Drupal, c'était le dépôt de contenu de tout le site. Et maintenant, en fait, Drupal, ça va agréger des informations d'autres systèmes. Donc par exemple, Magento. On va intégrer Magento et Drupal pour que les informations des produits Magento soient disponibles sous Drupal et qu'on réutilise les bonnes pratiques qu'on a mises en place depuis Drupal 6 pour l'affichage de ces pages web. Donc toutes les améliorations d'accessibilité qu'on avait fait à l'époque de Drupal 6 sont disponibles pour afficher les informations de Magento. C'est clair pour tout le monde, ça aussi? Un truc qui est un peu oublié maintenant, c'est les flux RSS. C'était l'époque des flux RSS, où on reprenait le contenu d'autres sites, d'autres blogs, et on les affichait sur le nôtre. C'était aussi l'époque de SOAP, XMLRPC, pour tout ce qui était web service. Donc ça, globalement, ça veut dire que Drupal, c'est plus la source de vérité du contenu. Ça va regrouper plusieurs flux de contenu dans un seul site. Et ce qui a commencé à arriver, c'est les applications mobiles. Donc ça veut dire qu'on voulait réutiliser le contenu du site Drupal dans des applications mobiles. Et ça veut dire qu'il faut un nouveau moyen d'exposer le contenu à partir de Drupal. Donc avant, Drupal donnait du HTML. Maintenant, Drupal va donner du XML, du JSON ou ce qu'on veut. Et donc ça permet à Drupal d'être un peu plus utilisé sur d'autres types d'applications. Après un... Ah, j'ai un petit problème avec mes slides, mais bon, c'est pas grave. Pour Drupal 8, qui lui est sorti en 2015, là ça correspond au début des frameworks JavaScript. Donc AngularJS, React, Vue c'est un peu plus récent, mais c'est un peu le même principe. On prend les informations de différentes API. En JavaScript, on va les afficher en HTML, et ça nous donne un site. En gros, c'était ça le principe. Enfin, c'est toujours ça le principe. Et ce code JavaScript, il peut être utilisé soit pour produire un site web, soit pour produire une application, avec des choses comme Ionic ou React Native, ce genre de choses. Ça veut dire que Drupal, c'est plus le centre du système, c'est autre chose. C'est un composant au même titre que Magento, qui peut par exemple exposer une API qui sera consommée directement par le framework JavaScript. Et on passe plus par Drupal, parce qu'il n'y a plus besoin. Mais par contre, on peut toujours utiliser Drupal pour agréger le contenu d'anciens systèmes qui ne proposent pas d'API et dont l'intégration est déjà prévue par des modules Drupal qui existent. Donc comme ça, on a un peu les deux approches. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde? Donc on en arrive à une situation où on a fait plein de travail sur l'interface de Drupal et le rendu qu'on a en HTML, à une situation où c'est du JavaScript qui va s'occuper de faire ce même rendu, et toutes les améliorations qu'on a apportées à Drupal ne sont pas présentes dans ce nouveau mode de développement. Et oui, enfin, j'avais oublié ça, mais on a aussi dans cette situation des choses qui peuvent aller venir directement demander des informations à Drupal sans passer par le framework JavaScript. Donc Drupal est aussi fournit plusieurs types d'API. On peut avoir différentes API à partir d'un même site Drupal, en fonction des besoins. Donc cette méthode de fonctionnement de Drupal est généralement des CMS API First, comme Content.io et puis plein d'autres, hein, il y en a plein qui arrivent dans tous les sens. C'est
le mode découplé. C'est-à-dire qu'on découple le back-end et le front-end. Maintenant, on peut avoir deux équipes séparées qui se parlent presque plus pour produire un site internet. Donc ça veut dire que le back-end, du moment qu'on définit une API qui est claire pour tout le monde, le front-end peut faire ce qu'il veut de son côté et les deux ne s'impactent pas. Donc ça permet de, de faciliter certains problèmes de communication qu'on peut avoir entre les designers et puis les développeurs qui sont assez fréquentes dans des projets web. Parce que là maintenant les designers et les développeurs ils se parlent presque plus, ils n'ont plus besoin. Donc ça c'est bien pour la gestion du développement de la solution, mais ça apporte pas mal de points négatifs. Et le premier, c'est que tous les outils de mise en page de Drupal, ils deviennent inutiles. Parce que Drupal va juste exposer du contenu. Donc si on veut que notre page y ait 2 colonnes, avec dans la sidebar un bloc qui dit ça c'est les 3 derniers commentaires sur tous mes contenus, dire le bloc qui doit être sur la sidebar et afficher les 3 derniers contenus, maintenant c'est dans le framework JavaScript qu'il faudra configurer ça. Parce que Drupal va pas, les informations qui sont demandées à Drupal contiennent pas ce genre de de données. Puisque Drupal va aussi affecter l'affichage des données qu'on a importées de différents systèmes ou même de ses propres données, ça veut dire que la plupart des modules Drupal sont inutiles, vu qu'ils vont pas, ils vont pas impacter le contenu même. C'est juste le rendu du contenu qui est souvent impacté. Donc là, il y a beaucoup de modules Drupal, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas réutiliser. Après, c'est bien ou mal, ça dépend de la situation. Et ça veut aussi dire que puisqu'on n'utilise plus le HTML qui est généré par Drupal, il faut refaire tout un travail d'accessibilité, tout le travail de sécurité aussi qui est fait pour la validation des données utilisateurs qui sont envoyées au site. Si c'est le framework JavaScript qui s'occupe d'afficher tout ça dans du HTML, c'est à lui de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de sécurité à ce niveau-là. Et c'est plus le rôle de Drupal. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, il faut le garder en tête. Donc Drupal découplé, c'est bien surtout pour les grosses équipes, parce qu'on a besoin de plus de développeurs dans l'absolu pour faire un site, vu qu'on a maintenant 2 parties bien séparées, et c'est pas du tout les mêmes compétences. Donc ça dépend du projet. Donc ça, c'est les problèmes qu'on a. Enfin, c'est le grand type de problème. C'est assez général comme présentation. Et ces problèmes-là, idéalement, on les a pas. Idéalement, les outils qu'on utilise, là en l'occurrence les frameworks JavaScript qu'on met en place pour produire un site web, devraient inclure toutes les bonnes pratiques qu'on a mises en place depuis 17 ans que Drupal existe. Donc comment est-ce qu'on récupère 17 ans de connaissances dans des nouveaux outils qui changent toutes les 2 semaines? C'est un petit problème parce que les outils en eux-mêmes, comme je disais, ils changent très rapidement. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas aller contribuer à un outil en particulier et dire je vais ajouter toutes les bonnes pratiques à cet outil, comme ça tout le monde qui utilise cet outil pourra en profiter. Parce qu'en fait, 2 semaines après, il y a un nouvel outil qui sort, qui est beaucoup mieux, encore moins mature, et avec moins de support pour ce genre de choses. Donc il faut trouver le bon moment pour commencer à contribuer ces connaissances. Il y a aussi un problème de documentation, parce que avant de contribuer à quelque chose dans un framework, il faut être au point soi-même sur comment on fait. Donc ça veut dire qu'il faut de la documentation qui soit suffisamment claire et accessible aux personnes pour qu'ils puissent la comprendre, l'utiliser et savoir comment l'implémenter dans leurs outils qu'ils utilisent au quotidien. Il y a aussi le fait que les bonnes pratiques évoluent rapidement. Parce que ce qui est une bonne pratique aujourd'hui, ça ne l'était pas forcément il y a 6 mois. Donc
il faut savoir se garder à jour et garder à jour les outils qu'on utilise. Et ça, c'est peut-être plus un problème dans les grandes entreprises qui ont, par exemple, tout un système comme OVH où on n'est pas forcément à jour de la dernière version, de la dernière librairie qui implémente tout ce qu'il faut pour justement supporter soit l'accessibilité, soit des animations ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ces problèmes? Donc le premier, c'était l'évolution rapide des différents outils de développement. Donc là, depuis, je sais pas, depuis l'année dernière, milieu d'année dernière, ça s'est un peu stabilisé. Donc on a des grands types d'outils qui sont utilisés par beaucoup de gens et qui ne changent pas toutes les 2 semaines. Donc c'est React, Angular, Ember, Helm et 2-3 autres. Et on peut on peut se reposer sur le fait que ces outils-là, ils vont rester, et on peut donc passer le temps pour contribuer à des améliorations, soit d'accessibilité, soit d'autres choses, et on sait que ça aura une valeur plus largement. Après, il faut aussi décider quand est-ce que c'est une bonne approche, l'API First. Parce que c'est pas tout le temps ce qu'on cherche. Par exemple, si tous les besoins sont plus éditoriaux, donc on veut que les gens puissent avoir un workflow de validation de leur contenu, ils veulent pouvoir avoir des brouillons, faire des prévisualisations, pardon. Et ce genre de choses, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir tout un système en JavaScript pour faire tout ça. Parce que Drupal le fait déjà. Il faut aussi, est-ce qu'on a les moyens, le budget de développer tout ça, parce que ça coûte cher de réimplémenter tout ce qui a été déjà fait dans Drupal. Donc là, je vais vous montrer rapidement ce qui se passe du côté de WordPress. Déjà, est-ce que tout le monde connaît WordPress? À peu près. Donc WordPress, c'est un CMS, hein, c'est quasiment la même chose que Drupal au final. C'est du PHP, c'est du MySQL, c'est les mêmes technologies qui sont derrière, c'est juste des approches différentes de la conception. Et à la suite de ça, on verra un peu qu'est-ce qu'on a dans Drupal pour justement aider au développement et au développement propre, on va dire, de solutions JavaScript. Alors WordPress, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'ils ont commencé à développer un nouvel outil, et à leur habitude, ils sont partis de l'expérience utilisateur. Donc ils se sont dit que tout ce qui est interface éditoriale, donc l'administration du site WordPress, c'est pas très, c'est pas très intuitif, ça peut être amélioré. Donc ils se sont lancés dans un grand projet qui s'appelle Gutenberg, qui est de transformer tous les contenus en genre de blocs qu'on peut paramétrer, placer dans une page, un peu comme on veut. Donc si vous avez l'occasion de regarder une démo, faites-le parce que c'est très intéressant. Ça fait un peu, moi je suis pas dans WordPress, donc ça donne un peu envie. On va dire ça comme ça. Et c'est très bien fait ce qu'ils ont fait. Et en fait, faire l'interface de cette façon, ça les a poussés à développer une API qui est robuste. Et donc API qui pourra être réutilisée par d'autres solutions par la suite. Dans Drupal, nous on a fait l'inverse. On a d'abord fait l'API, mais maintenant on fait l'interface. Bon. C'est juste la façon de faire par chez nous. C'est pas très... Au final, ça revient au même. Et donc je parlais des outils qui se sont stabilisés. Donc eux, dans leur interface d'administration, ils ont des... Donc je suis désolé pour la qualité. Ils ont des alertes quand il y a des problèmes d'accessibilité. Donc là, par exemple, du noir sur du violet, le contraste n'est pas suffisamment fort pour que ça passe les normes d'accessibilité. Donc en jaune, si on arrive à lire normalement, on a une petite alerte qui dit « Attention, ce choix de couleur n'est pas accessible ». Donc ça, c'est inclus dans l'outil, et c'est ce genre de choses qui permet justement de ramener toutes les connaissances des 10 dernières années dans un nouvel outil
pour garder le même niveau et améliorer encore le niveau d'accessibilité. Donc ça, c'est WordPress, ils ont fait vraiment du très bon travail là-dessus. Pour Drupal, c'est un peu plus aride, on va dire. Il y a moins de screenshots. On a deux solutions principales. Donc la première, c'est Réservoir. En fait, c'est un site Drupal avec quelques modules contribués qui va permettre d'exposer l'ensemble des informations que contient Drupal par une API. Et une API qui est standard pour... il y a un standard qui s'appelle JSON API qui dit comment doit être représentée une entité de contenu. Comme ça, on peut utiliser soit Drupal, soit WordPress qui a le même genre d'API et les utiliser tous les deux de la même façon. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait il y a un petit moment. Et il y a d'autres personnes qui se sont dit ça c'est bien, mais c'est pas top. Donc on va faire quelque chose de plus complet et ça s'appelle Contenta CMS. Donc c'est toujours une base de Drupal avec plus de modules qui fournissent des API. Donc on a toujours JSON API, on a aussi GraphQL qui est une solution qui vient de Facebook pour faciliter la récupération de contenus un peu divers et variés dans un format qui convient à l'application JavaScript. Donc ça, c'est pas mal. Et le gros avantage de cette solution, c'est qu'il y a une implémentation d'un même site en Angular, Elm, Ember, Vue.js. Il y a React qui est en train d'être mis en place. Ça veut dire qu'en fait, on peut comparer les implémentations d'un même site en fonction du langage qu'on utilise. Et donc, Contenta fournit en gros des SDK, donc des kits de développement, qui sont préconfigurés pour ces applications. Et c'est préconfiguré avec des défauts qui sont performants. L'accessibilité, c'est en travail, parce que bon, les outils eux-mêmes supportent pas encore nécessairement bien l'accessibilité, mais c'est le genre de choses auxquelles il faut contribuer pour que l'ensemble des personnes qui démarrent sur une solution de ce type-là puissent avoir des outils et des solutions accessibles. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Ouais. Donc ça, c'était les solutions pour les outils, les frameworks. Après, on avait parlé de la documentation. Et ça, les solutions pour l'accessibilité, ce sera la prochaine présentation.